Sud Radio, la radio du rugby. Le MAG, François Trio. Le MAG Sud Radio pour revivre et décrypter cette folle journée de Top 14 et ce multi qui a été haletant. On l'a vécu ensemble, le vivre bien sûr avec vous, les auditeurs Sud Radio, au 0826 300 300 avec toute l'équipe qui est là, réunie, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, Zach Pilon bien sûr qui est là. Et puis nos consultants, nos super consultants, Johan Huget et Julien Thomas. Salut. Salut à tous. Bonjour, bonsoir à tous. Quel multi quand même, messieurs. On va rappeler avec Alexandre si Alexandre t'as tout noté, les résultats et puis les conséquences au classement. Avant bien sûr de débriefer avec Johan Huget et Julien Thomas de cet incroyable scénario qu'on a vécu à distance, à la fois à Montpellier-Brive et puis à la fois à Lyon-Perpignan. Les résultats complets pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne de Sud Radio, Alexandre. Ça avait commencé à 15h avec la victoire de Clermont face au Stade Français Paris, 32-16 pour le club auvergnat. Le multiplex avec une victoire à l'extérieur, celle de Brive à Montpellier, 27-26, tout en étant à 14 contre 15 dès la 22e minute de jeu suite au carton rouge d'Axel Muller. C'est important pour le maintien. Pourquoi ? Déjà parce que Montpellier est maintenu avec ce bonus défensif, mais Brive se relance pour aller chercher la 13e place. Pourquoi ? Parce que Perpignan s'est incliné à Lyon 41-31. Victoire des Lyonnais en toute fin de match à domicile. Le Racing 92 a fait une bouchée finalement seulement de l'Aviron bayonnais, 55-14, victoire bonifiée. Et puis succès bonifié aussi de Pau face au Castres Olympique, 40-3 au classement. Il y a eu des changements majeur. Le Stade Toulousain, toujours leader devant La Rochelle. Les deux équipes ont encore un match en retard. L'un ce soir, l'autre demain soir, 71 et 70 points. Troisième, le Stade Français. Quatrième, le Racing 92 à 3 points seulement des Parisiens. Cinquième, Lyon, 60 points. Donc un point derrière le Racing 92. Sixième, l'Union Bordeaux-Bègles qui peut frapper un très bon coup demain soir. Toulon qui accueille La Rochelle tout à l'heure aussi est aux portes de ce top 6 avec 57 points. Huitième, Bayonne 54 points, 9e Clermont 51 points, 10e Montpellier 50 points. Montpellier est maintenu, c'est important. Clermont à partir aussi, de là, Clermont bien évidemment aussi. À partir de là, ces équipes-là ne sont pas encore maintenues, notamment Castres, 49 points pour 47 points. Moi pourquoi 49 points ? J'ai 47 points, on est bien d'accord. J'avais 42 non, 49. Ils avaient 49 avant cette journée. Moi j'ai 42 avant cette journée. Pour Pau. Pour Pau, hein. Pour Pau, je croyais Castres, pardon, excuse-moi. Non, donc ça fait 47. Ça fait bien 47 pour Pau, effectivement. 49 pour Castres. Ce qui veut dire donc que le CO est maintenu, 10 points d'avance sur Perpignan, c'est quasiment fait. Pau est quasiment maintenu aussi, avec 8 points d'avance sur Perpignan. Et donc pour cette 13e place, Perpignan 39 points et Brive 35 points. Tout va se jouer sur les 2 dernières journées de la phase régulière et Brive accueillera notamment le Castres Olympique prochainement, ce qui va quand même être brûlant avant d'aller du côté de Toulouse. Voilà pour les enjeux. On va peut-être faire réagir librement pour l'instant Johan et Julien, puis ensuite essayer. Qu'est-ce que vous retenez là, Johan? Qu'est-ce que tu retiens toi de ce multi, de ces 5 matchs qu'on a vécu sur Sud Radio? Est-ce qu'il y a un résultat que tu as envie de faire émerger plus que les autres? Ouais, c'est difficile de tout suivre en même temps. C'était un peu tendu à Lyon, Montpellier, des scénarios improbables. Donc sincèrement, on savait plus où donner de la tête, on était un peu déconcentrés. Des bonus, pas des bonus. Ouais, ça comptait en même temps. Enfin, c'était une drôle de journée, mais c'est une journée que l'on aime et que l'on aime suivre parce que ça sent la fin, ça sent les phases finales et on tombe un peu aussi dans du hurrah rugby. Notamment ce final de Perpignan qui j'espère ne vont pas s'en mordre les doigts à la fin de la saison, quoi. Julien, toi, tu ressors quoi au-delà de la défaite de Montpellier qui peut-être a agacé ton cœur de Montpellierin, on va dire, mais on va dire sur les différents enjeux et de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Mais les enjeux, justement, au-delà des Montpellierins, la défaite, c'est la victoire des brivistes, surtout. Victoire en étant à 14, avec ce carton rouge, quand même, il faut le noter, et avec, j'écoutais Saïd Irech, là, qui
qui parlait auprès des diffuseurs, qui disait la saison galère, on a tellement mangé du pain noir que cette victoire à l'extérieur et en plus le champion de France nous laisse, on n'est pas maintenu, mais nous laisse voilà un retour de l'espoir et paisible en bus, quoi. Il disait tout en étant mesuré parce qu'ils reçoivent Castres. Donc, mais en tout cas, ça redonne du baume au cœur pour les brivistes. Et puis à 14, cet état d'esprit monstrueux. C'est quand même le champion de France en face, c'est quand même une grosse écurie de Montpellier. Donc moi, les brivistes, je trouve que c'est le coup de la journée. Ouais, avec une mêlée dominatrice quand même, impressionnante. Voilà, 3e victoire à l'extérieur pour Brive, qui revient donc à 4 points de Perpignan. Ils peuvent le faire, Johan. Voilà, ça peut se jouer à ça. On va dire, leur objectif, c'est d'aller chercher la 13e place, c'est-à-dire de jouer ce barrage de maintien. Là pour Brive, alors, ils ont 4 points de retard, mais Perpignan reçoit Toulouse, eux ils reçoivent Castres, ils peuvent peut-être jouer la 26e journée en repassant devant. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. C'est un finish quand même assez incroyable. On les a enterrés, nous et moi le premier, il y a 15 jours ou 3 semaines. Et aujourd'hui, ils redonnent de l'espoir. Ils se redonnent de l'espoir. Ils nous redonnent de l'espoir. Et je pense que l'appétit vient en mangeant. Donc, ils sont en train de regagner confiance et ils sont capables, s'ils sont capables de gagner à Montpellier, c'est qu'ils sont capables de gagner aussi contre Castres à domicile avec une ferveur populaire qui va les pousser. Et je pense qu'il fait pas bon temps d'aller à Brive la semaine prochaine. Voilà, Brive qui se déplacera à Toulouse lors de la 26e journée, pendant que Perpignan se déplacera à Castres. On va dire que c'est une sorte de double confrontation croisée entre la 25e et 26e journée, ce duel entre Brive et Perpignan. Julien, justement, si on se projette sur les 2 dernières journées, il y a 10 points à prendre, 4 points de retard pour les Brivistes. Comment tu vois les choses ? Mais on en avait discuté, mais c'est, je pense, finalement, Castres qui va arbitrer les débats. C'est exactement ça. Toi qui connais la maison, qui Castres a envie de maintenir ? Castres 13. Ouais, c'est surtout ça. Non, mais le Castres ne veut pas maintenir l'un ou l'autre, mais peut-être les Catalans, je dirais, mais c'est pas acté. Par contre, Castres, c'est sûr que Perpignan joue Castres, Brive pareil, donc ça va être l'arbitre de ces 2 dernières journées. En revanche, Castres aussi n'est pas encore sauvé ou ne se pense pas forcément être à l'abri si les deux journées sont perdues, c'est pas pareil. À la fois, Castres a été assez transparent à Pau aujourd'hui, Alexandre. Oui. Ah oui, c'est le cas de le dire, effectivement, complètement transparent, les Palois les Castrés, pardon, qui ont été complètement mangés par cette équipe de la section paloise, incarnée par un homme, comme toujours. J'ai envie de vous dire, Émilien Gailleton, 4 franchissements, 3 défenseurs battus, 1 doublé. Encore une fois, 13e essai en 16 titularisations. Il a participé à la déroute donc du Castres Olympique infligé par la section paloise 40-3. Oui, et c'est notre petite question du samedi, j'ai envie de dire, Johan Huget, Julien Thomas, Émilien Gailleton, voilà quand même. Ça continue. Non mais Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ce sera la 2e question, mais la première question, c'est quand même, on a l'impression que plus ça avance et plus, on va dire, il élève son niveau, voilà, de match en match, en dégageant une impression quand même de maîtrise et de facilité, Johan. C'est la marque souvent des grands joueurs. C'est la marque des grands joueurs, c'est la marque des joueurs qui sont surtout en confiance et qui portent leur équipe. Il le fait très bien. Et chaque sortie, il confirme ses qualités, il confirme qu'il s'impose, il en impose. Donc, ça commence à ne plus être une révélation. Du moment où il enchaîne ses performances à haut niveau dans une équipe qui joue le bas du tableau, il va falloir le regarder un peu plus de près. Et ça veut dire, donc ça veut dire plus sérieusement, mais on en revient toujours à cette sélection. Mais c'est vrai que c'est un poste, le centre, où il y a eu quelques blessés, voilà, où il y a peut-être un coup à faire. Est-ce que Gailleton peut être cette surprise, Julien ? Oui, il peut être la surprise, il peut être l'ovni que cherche le staff, qu'ils appellent ça, c'est l'ovni, un joueur qui se révèle juste avant la Coupe du Monde. Il en fait partie, je pense. Honnêtement, un peu cette liste noire
dont on faisait partie à l'époque. Il y avait cette liste noire cachée qui était sur les sélectionneurs en fonction des blessés. Mais c'est quand même, il joue avec ses qualités. Il est en confiance totale. Ce que disait Johan, ça déjà la confiance c'est primordial. Mais en plus le jeu palois, je pense, lui correspond et en plus il joue avec ses qualités à la perfection. Donc il survole pour l'instant avec confiance le championnat à ce poste de centre. Pour l'équipe de France, c'est vrai que c'est pas fini. Attention, parce qu'il peut y arriver encore des blessés, donc ça peut aller vite pour lui finalement. Et oui, c'est à surveiller. Mais c'est vrai quand même, il a combien d'essais, Alex? Tu l'as peut-être dit et j'ai peut-être oublié. 13 essais en 16 titularisations. Et c'est le 3e ou 4e doublé de sa saison en top 14. Ouais, c'est 4e doublé. La belle stat pour ce match entre Castres et Pau. Pau et Castres plus exactement. Voilà. Le maintien de Pau est assuré, Johan, selon toi et Julien, Johan? Oui, clairement. Là, clairement, ça va se jouer juste entre Brive et Perpignan. Si Eric Castres qui va arbitrer tout ça. Mais là, clairement, Pau s'est maintenu en faisant le job à domicile. Voilà, Pau se déplacera à l'UBB en J25 et recevra Montpellier, donc qui n'a plus rien à jouer dans cette 26e journée. Julien, voilà, toi qui connais bien la maison paloise, non, je plaisante, c'est un running gag. Oui. Il y a quelqu'un de Montpellier qui connaît. Tu 137, on parle du 137. Non, c'est vrai que les Palois finissent souvent fort. Même les matchs, on l'a vu encore une fois. Dès qu'ils sont dos au mur, c'est une équipe un peu à réaction. C'est ça qui est dommage pour cette équipe paloise, c'est que dos au mur, ils peuvent faire des matchs comme aujourd'hui, à mettre 40 points, mais c'est quand même, pour moi, c'est acquis le maintien. Comme disait Yohan, c'est le Castres Olympique qui va gérer les débats entre Brive et l'USAP. Voilà, ce Castres Olympique qui a pris quand même 40 points aujourd'hui à Pau. Une petite stat peut-être, Alexandre, sur un autre match, une stat qui t'a marqué, que tu veux mettre en avant? Alors on peut évoquer les 774 mètres parcourus ballon en main du Racing 92 face à Bayonne dans la victoire 55-14, et aussi un élément d'explication de la déroute au final de Perpignan dans les dernières minutes à Lyon, puisque Perpignan au final dans ce match a manqué un tiers de ses plaquages. Au total, c'est colossal. 150 plaquages tentés, 47 manqués pour cette équipe de Perpignan, ce qui est absolument colossal, et ça s'est surtout vu dans les 15 dernières minutes où il n'y avait plus du tout d'énergie pour l'USAP. Voilà, on va bien sûr se retrouver, en parler tout au long de la soirée dans le MAG. On vous rappelle les prochains rendez-vous, 21h05, le match entre Toulon et La Rochelle, délocalisé au Vélodrome, mais bien sûr en intégralité sur Sud Radio. Restez avec nous bien sûr, Yohan Huget est là, vous pouvez l'appeler au 0826 300 300, tout comme Julien Thomas et toute l'équipe Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la radio du rugby. Le MAG, François Trio. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le MAG Sud Radio. On revient bien sûr sur cette journée de top 14, la 24e journée, 21h05, Toulon-La Rochelle, l'avant-dernier match de cette antépénultième journée. Ça fait combien qu'on l'a dit, Alexandre? 4 fois. Ça fait 4 fois. Oui, 4 fois effectivement, mais c'est les stats. 5 hier avec Julien Thomas. Julien Thomas hier nous a sorti un antépénultième. Mais c'est normal. Voilà, Yohan Huget est là, Julien Thomas également. Vous aussi, au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus pour venir discuter rugby bien sûr, sport également. Sachez que dans un quart d'heure, Pierre-Henri Broncan sera avec nous, l'ancien entraîneur de Castres, mais futur co-entraîneur de l'Australie, adjoint de Eddie Jones. Voilà, il sera avec nous en direct sur Sud Radio avec bien sûr toute l'équipe pour discuter rugby. Et on reviendra bien sûr sur cette 24e journée et ce multi un petit peu fou. Le tour de table de l'actualité, c'est tous les samedis comme ça dans le MAG à 19h30. Bien sûr, Johan et Julien ont l'honneur des... Mais on va quand même commencer par mon tour de table de l'actualité, parce que parfois je suis un peu ça égocentré. Ouais. Parce que mon tour de table il est un petit peu rugby et du coup il est pas très drôle. C'est sur l'affaire Vahamaina, je dirais, avec on va dire l'interview qu'il a donnée dans l'équipe et l'arrêt de la carrière du deuxième ligne international. Voilà.
voilà, ça m'intéressait d'avoir aussi l'avis des anciens joueurs que sont Julien et Johan, parce qu'on a l'impression que quand même dans ce Clermont-là, tout n'est pas parfait. Après la penderie, il y a désormais Vahamaina. Que se passe-t-il? Même si c'est difficile on va dire de connaître tout ce qui se passe, on n'est pas à l'intérieur d'un club, mais voilà, comment elle vous fait réagir cette affaire, Julien? Mais c'est une affaire de plus, jamais de dire, parce qu'il y avait arrêt de carrière contraint par une commotion de trop, on va dire, voilà, oui. et puis du coup un licenciement pour inaptitude, et le joueur reproche à son club dans lequel il a passé 9 années de ne pas le soutenir, ou en tout cas de laisser traîner pour enterrer l'affaire et le pousser entre guillemets à bout ou vers la sortie. C'était une interview assez glaçante quand même, Julien, ce matin. Hein. Et oui, déjà le premier était que de mort. Là, c'est Vahamaina, mais qui comme la penderie. Et c'est vrai que c'est quand même curieux que ce soit à Clermont et tous les joueurs sortent de Clermont avec avec la parole ouverte comme ça et s'en prennent au club. C'est un club en plus, Clermont, l'ASM, qui est qui a été jusqu'à présent discret, qui évoluait un petit peu dans l'ombre, qui faisait les phases finales et puis qui était la grosse écurie, mais sans être sur le devant de la scène. Là, c'est surprenant. Maintenant, c'est plutôt normal aussi. C'est la protection des joueurs. Le club a fait son boulot ou pas, ça, mais on le saura plus tard. Mais en tout cas, la parole est ouverte et c'est peut-être bien aussi d'avoir ouvert le débat. Oui, un débat. Alors, Johan, je vais pas vous mettre dans une position trop délicate, mais c'est vrai que quand on vous voit, Johan, la semaine dernière, accompagner vos anciens coéquipiers de Toulouse au Leinster, où on a l'impression quand même qu'il y a cette culture des anciens qui est toujours encouragée. Là, à l'inverse, hein, quand on voit les différentes affaires qui touchent Clermont, on a l'impression là que justement c'est pas tout à fait la même politique de club. Ça fait on va dire ça sent pas le rugby, quoi. C'est ce qui ressort un peu ça sent le monde de l'entreprise, mais pas celui du rugby. C'est un peu ça qu'on a envie peut-être de souligner. Après, Toulouse, c'est Toulouse, et là le réel problème, c'est que ça s'accumule. Donc, ils devraient prendre leurs précautions. C'est pour l'image du club, mais c'est surtout et avant tout, c'est pour la santé des joueurs. Aujourd'hui, clairement, depuis l'affaire Jamie Connor, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après l'affaire La Penderie, on a su que le président a essayé de tempérer un peu tout ça, en disant qu'il avait essayé d'accompagner le joueur. Et aujourd'hui, cette affaire de Vahamaina, elle est choquante. Elle est choquante parce que au-delà du joueur de rugby, il y a une famille derrière, il a des enfants. Et même si on est dans un monde de l'entreprise aujourd'hui, que ce soit à Toulouse, à Clermont-Ferrand ou dans tous les clubs, c'est l'entrepreneuriat, on est dans l'entreprise. Il faut pas se leurrer. Mais quand on arrête, on a toujours ce lien d'attache. C'est un garçon qui a tout donné pour Clermont. Et malgré tout, il faut que l'institution soit plus forte. Et il faut qu'ils arrivent à trouver ce lien avec tous les joueurs qui partent. À les soutenir, à les aider, à les former peut-être, justement pour de la prévention. Et aujourd'hui, ce qui est choquant, c'est qu'on a l'impression que ces joueurs-là, une fois qu'ils sont plus à Clermont, ils sont laissés dans la nature. Oui, clairement ou pas clairement, c'est surtout les accompagner, que ce soit dans la sortie parce qu'ils arrêtent le rugby, ou même dans l'accompagnement médical s'ils ont des problèmes parce qu'il a des vertiges, il a quand même des troubles de vision. Ils ont reporté une opération parce qu'il avait du liquide qui tombait du cerveau. Enfin, c'est gravissime. Et surtout le respect quand même de la personne, même s'ils se prennent pour l'entreprise, c'est un salarié, mais le salarié tu dois le respecter. Là en plus c'est le monde du rugby pour nous. C'est le joueur, avec ce qu'il a donné sur un terrain et le sang qu'il a versé, ils peuvent quand même un peu le respecter. Non, mais comme les autres. On imagine que c'est forcément délicat. Il faudrait aussi avoir la version du club et bien sûr, mais c'est la responsabilité du club à partir d'où elle démarre. C'est difficile, mais voilà, ce qui est, en tout cas, on sent que
à Clermont, dans cette histoire, quels que soient les cas, les anciens ont pas forcément un avenir où il n'y a pas cette culture-là ou cette attention, voilà, et sans mettre en parallèle forcément Toulouse, dont je prenais l'exemple au travers de toi, Johan, mais voilà, on a l'impression que c'est différent et c'est ça qui fait un petit peu mal. Voilà, c'était mon tour de table de l'actualité. Après, mais l'encadrement a changé aussi, hein, depuis les années qu'on a connu Clermont. Ouais. Ça a changé. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées dans le staff, dans l'administration. Est-ce qu'ils ont ce lien et ce rapport-là avec le rugby comme l'on aime et comme l'on connaît? Ouais. Je suis pas sûr. Ouais. Il faudrait juste qu'ils apportent un peu plus d'humain et que voilà, ils arrivent à apaiser un peu toutes ces tensions sur et en dehors du terrain. Il n'y en a pas tant que ça, des clubs qui ont ça. Hein. Ouais, je suis d'accord avec Julien et c'est vrai que cet épisode de Vahamaina, qui est quand même qui a été un joueur fidèle à Clermont et un combattant, il mériterait peut-être un peu plus d'égard. On suivra ça en tout cas sur Sud Radio. L'autre tour de table de l'actualité, on va te donner la parole, Johan, pour sortir un petit peu du rugby. Qu'est-ce que tu as retenu cette semaine? Là, cette semaine, j'ai retenu et j'attends nos Français avec l'écurie française, nos Alpines qui doivent rayonner avec toute l'ambition qu'ils ont depuis le début de la saison et depuis le recrutement de Pierre Gasly. Ils ont eu un scénario un peu catastrophe la semaine dernière. Donc j'espère que voilà, ils vont retrouver un peu les beaux jours et porter haut et fièrement les couleurs de la France, parce qu'ils sont en difficulté quand même. La Formule 1, donc pour Johan, quelqu'un veut réagir sur le tour de table de demain à 21h. Voilà. Ouais, une Grand Prix de Miami. Voilà, peut-être un prono. Julien, vous faites des pronos aussi de Formule 1, vous faites le rugby, je sais, la Pro D2 beaucoup. Mais normalement, on se trompe pas trop, Verstappen ou Perez, voilà. Ouais. Les Red Bull. Non, pour l'instant, c'est les Red Bull. Julien Thomas, il est plus combi Volkswagen, un peu que Formule 1. Bon, ok, mais justement, on va lui donner la parole à Julien Thomas sur son tour de table d'actualité. Vous avez choisi de parler de vélo. C'est rare. Voilà. Hein. Je suis plus vert que même le combi, je suis en vélo. Donc non, c'est fini les classiques, les Paris-Roubaix, on attaque les grands tours et c'est le Giro qui commence exactement aujourd'hui avec contre-la-montre. Et donc non, c'était parce que il y avait quand même un gros parcours de ce Giro du 6 au 28 mai. Presque 3500 bornes à faire et puis surtout il y a des grands coureurs qui sont présents, donc dont Roglic et Evenepoel qui sont bien sûr les favoris, mais Evenepoel qui a remporté un chrono. Et la dernière de Pinot parce que il quittera le peloton à la fin de la saison. Voilà. Il est pas sûr d'être sur le Tour de France, donc bon. C'est pour ça, ouais. C'est quand même le deuxième tour le plus important après le Tour de France, le Giro. On est d'accord. Ah oui. Oui, c'est costaud. Tour de France, c'est autre chose, mais c'est costaud le Giro, c'est le deuxième. Voilà. On ira dans un instant du côté de Montpellier. François rejoindre Rémi Ruggiero, qui est avec un invité. Voilà, le temps de faire le dernier tour de table. Dernier tour de table avec toi, Alexandre. Tu as choisi de parler de planche à voile, non, je crois, ou de vent. Exactement, de vent. C'est le défi Wind, et c'est un immense événement du côté de Gruissant, dans l'Aude. Bonsoir Philippe Bru. Est-ce que vous m'entendez, Philippe? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir. 3 questions pour vous sur cet événement exceptionnel. Hein. C'est la 21e édition, plus de 1000 windsurfers du monde entier qui se rassemblent dès aujourd'hui. Alors, il y a, dès la semaine prochaine, pardon, il y a d'abord le kiteboard, le wingfoil, puis le windsurf du 12 au 21. Et c'est un événement absolument gigantesque que vous n'avez pas peur d'ailleurs d'appeler le Woodstock du windsurf. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est aussi important ce défi Wind? C'est un peu ça, et donc c'est un peu plus que 1000, hein, puisqu'en cumulé, là, sur les 3 disciplines que vous avez citées, nous serons 2000, quasiment 350 en kiteboard, 250 en wing et 1400 en windsurf, de 13 ans à 76 ans, pro, amateurs, qui viennent des 5 continents et de plus de 50 pays, et avec un esprit, alors c'est un spectacle dingue, c'est des vrais enjeux de course, et en termes de Woodstock, c'est un peu celle-là, c'est le tour de magie que Gruissant a su mettre en place depuis 20 ans, où comment on se retrouve au même endroit, au même moment, et c'est au même lieu de départ, c'est juste exceptionnel.
Et le spot exceptionnel, on a vu les images des dernières éditions avec tout simplement une Méditerranée qui est assaillie par les planches à voile, par tous ces athlètes. C'est extraordinaire quand même visuellement. Ouais, c'est dingue. Et donc, d'ailleurs, je vous remercie d'y avoir porté une attention parce que c'est une image qui est juste unique au monde. Hein. On en fait des courses un peu partout, mais celle-là, avec autant de monde, elle est juste extraordinaire. Le plan d'eau de Gruissant et de l'Ultra-le-Doigt s'y prête à merveille. On a un trait de côte entre la côte et le vent qui est juste parfait avec un plan d'eau qui est très glissant. Et effectivement, avoir plus de des milliers de voiles au même moment sur toute cette plage de la Vieille Nouvelle, en l'occurrence, c'est juste un spectacle. C'est très colorié, c'est graphique, ça porte des bonnes valeurs dans le sens du vent. C'est absolument à voir. Dernière question, Philippe Bru, comment le public peut assister à ce fantastique événement qui va commencer le 12 mai? C'est ça, du 12-21 mai, c'est complètement ouvert, complètement gratuit, hein, puisqu'on a un village sur près de 18 mètres carrés qui rassemble toute l'industrie de la glisse et un peu du monde entier. Et voilà, donc après on est tributaire du vent, mais l'idée c'est bien évidemment de mettre en avant nos sports qui sont des fois mal compris ou mal interprétés, alors qu'on a des vrais athlètes, des vrais champions, et là pour le coup des pros, des amateurs, et un spectacle encore une fois qui porte dans le sens du vent. Donc venez, ça vaut le coup. Merci beaucoup Philippe Bru. Avec plaisir. Merci à vous. Voilà, c'était le tour de table de l'actualité pour l'équipe Sud Radio, l'équipe du MAG. Direction Montpellier pour l'une des sensations du jour. Voilà, avec la victoire de Brive sur la pelouse de Montpellier. On a vécu ça en direct, en intégralité sur Sud Radio. Et quelle finale. Jean-Baptiste Péjoine est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Merci, entraîneur adjoint de Brive. Voilà, Jean-Baptiste, formé au Stade Bordelais, mais ça je le dis de façon tout à fait, innocente, sans être chauvin. Voilà, ça fait partie quand même des grosses sensations, Jean-Baptiste, que tu as vécu, j'imagine, de ta jeune carrière d'entraîneur là ce soir. Hein. Bon après voilà les finishes de fin de saison à Brive on est quand même un peu coutumier du fait hein, donc on est quand même programmé à batailler jusqu'à la fin un peu tous les ans donc voilà mais bon c'est sûr que cet après-midi avec ce qui se passait sur notre terrain et nous qui étions derrière à 10 minutes de la fin, c'est vrai que le finish est plutôt surprenant et ultra positif pour nous. Voilà, comment expliquer, on va dire, ce réveil vous avez joué à 14 la majorité du match, à peu près 60 et quelques minutes, après le carton rouge de Muller. Comment vous êtes arrivé à vous surpasser? Comment toi tu l'analyses avec un peu de recul maintenant? Déjà, tactiquement, on a réajusté des choses à la mi-temps. On voulait surtout attaquer les Montpelliérains au cœur du jeu et derrière juste les zones un petit peu de conquête ou autour des rugs parce que on sait qu'ils ont une défense qui monte très fort. Ils ont un gros rideau défensif et avec un joueur de moins, notamment un 3/4, c'était dur d'aller toucher les extérieurs. Donc on a joué au cœur du jeu. On a réussi à trouver de l'avancée plutôt naturellement. Et puis on est resté dans le match. À chaque fois qu'ils ont marqué, on a rescoré derrière. Et puis on est resté dedans avec de plus en plus de confiance et avec le petit décalage du match qu'il y avait avec de l'autre côté quand on a appris que nos concurrents directs avaient pris 0 points, et qu'on était collé à leur ligne, ça nous a filé de l'essence supplémentaire et puis dans le moteur et on a réussi à franchir la ligne et transformer l'essai. Victoire 27-26. Question de Johan Huget peut-être pour Jean-Baptiste Péjoine, entraîneur de Brive. Salut Jean-Baptiste. Écoute, j'étais assez surpris. J'ai eu Arthur au téléphone il y a 15 jours. Et pour tout te dire, lui, il était persuadé de votre maintien et il était sûr de jouer les troubles faits jusqu'au bout, alors que malgré tout le monde voulait vous enterrer, quoi. Donc, est-ce que vous avez fait passer un message pour que tout le monde reste mobilisé? Parce qu'à un moment donné, dans la saison, vous n'étiez pas très bien. C'est sûr que c'est un peu compliqué hein. Quand t'as un peu tout le monde contre toi, que les autres ça gagne en face et que toi t'arrives pas à finir bien tes matchs, c'est un peu dur. Après on est à Brive, tu sais comment on fonctionne un peu, on est quand même entre nous. Arthur il nous amène aussi beaucoup sa joie de vivre hein. C'est très surprenant, donc ça fait du bien à tout le monde et puis Zach-Henri fait poteau à la 80e chez nous. Donc on n'était pas mort après le match. Ce soir on n'est pas mort. Donc week-end après week-end, on a mis un petit compteur dans notre salle de vie et on va essayer d'aller toucher le dernier match qu'on doit atteindre.
Ouais. Tant qu'on n'est pas mort, on est en vie. Julien Thomas, ancien demi de mêlée, peut-être des choses à dire à Jean-Baptiste Péjoine, ancien demi de mêlée. Salut Jean-Baptiste, félicitations déjà d'avoir gagné à Montpellier. Toi qui connais bien Brive. Champion de France quand même en face, donc voilà. Non, c'est comme tu disais, c'est même Brive qui finit fort les saisons parce que elle a le couteau sous la gorge et qu'elle se déploie l'énergie. Donc félicitations. Mais non, moi, elle va être simple parce que tout a été un peu dit. C'est vous êtes venu en bus, je pense. Comment se passe le retour là? Eh ben écoute, je vais demander à Dom Schenk, le prépa, si on a le droit de se faire monter 2-3 bières quand même, parce que bon, il était content, je crois, de rentrer à Montpellier et de pas en prendre 40 comme on avait fait l'année passée. Donc, toi, pour lui, on va essayer de faire monter 1 ou 2 bières, quoi, toi. Ouais. D'accord. Vous les méritez. Vous les méritez. Bien sûr. Voilà. En tout cas, bon retour. Voilà. Et puis quand même, petite question la dernière. Castres, qui est un peu l'arbitre. Vous entretenez de bonnes relations avec Castres, Jean-Baptiste? Eh bien, on verra. Là, déjà, on va profiter de ce match. Après, on a toute une semaine pour bien préparer les Castrés. Et voilà, on verra bien. Hein. Bon. Eh ben, on vous souhaite en tout cas une belle fin de saison. 4 points de retard seulement sur Perpignan, 2 matchs à jouer. Voilà ce qu'il reste pour les brévistes après leur victoire cet après-midi en fin de journée, donc sur la pelouse de Montpellier. Merci Jean-Baptiste Péjoine. Bon retour en Corrèze et à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. On va se retrouver dans un instant. Notre invité, ce sera Pierre-Henri Broncan qui sera avec nous là aussi, un ancien demi de mêlée. Tiens, c'est souvent les anciens demi de mêlée qui sont là, mais c'est vrai qu'ils ont souvent des choses à dire et intéressantes. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, la radio du rugby. Le MAG, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300, bien sûr toute l'équipe Sud Radio est là, Yoann Huget, Julien Thomas, nos consultants, et notre invité Pierre-Henri Broncan. Bonsoir Pierre-Henri. Ouais, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct. Pierre-Henri, il y a quelques semaines, vous étiez remercié du côté de Castres et là vous vous apprêtez à partir en Australie. Ça fait partie de de la vie d'entraîneur. Voilà, c'est imminent ce départ en Australie, Pierre-Henri. Oui, ça va être officialisé la semaine prochaine et après je suis en attente d'un visa de travail pour rejoindre l'Australie puisqu'on va se préparer en Australie, on va jouer le Championship, il y a 4 matchs à jouer en juillet, ensuite on débarquera en France le 18 août. Ça y est, vous dites déjà on. Eh bien oui, mais on a commencé à travailler un peu à distance. Vous allez rejoindre le staff d'Eddie Jones, l'ancien entraîneur de l'Angleterre qui, lui, est désormais aux commandes de l'Australie. J'imagine que vous travaillez bien sûr sur vos futurs adversaires du Rugby Championship et de la Coupe du Monde, mais vous regardez aussi le Top 14. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui dans cette 24e journée, Pierre ? Aujourd'hui, j'ai commencé par d'abord, j'avais mon fils aîné là qui jouait avec les Crabos de Colomiers qui sont allés gagner à Toulon aujourd'hui, donc c'était la première occupation. Et après, j'ai regardé tous les matchs bien sûr du Top 14, c'est extraordinaire. C'est le dénouement en plein de rencontre entre Lyon-Perpignan et Montpellier-Brive en parallèle. J'ai trouvé ça incroyable parce que Brive était mort à 5-6 minutes de la fin et relégué en Pro D2 et puis ce soir ils sont toujours en vie pour disputer une place de barragiste en Top 14. C'est quand même énorme. La fin les 5 minutes à la fin de Montpellier et à Lyon ont été incroyables. Question peut-être d'Alexandre Priam, pour Pierre-Henri Broncan. Avec grand plaisir. Bonsoir Pierre-Henri Broncan. Quand on évoque souvent avec les amateurs de rugby les Wallabies et cette équipe d'Australie, on ne les considère pas comme favoris pour la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que vous les considérez capables, selon ce que vous avez vu du réservoir australien, capables d'aller chercher pourquoi pas un titre dans quelques semaines maintenant, dans quelques mois en France ? Mais tant mieux, je dirais, parce que c'est une Coupe du Monde qui peut être très dure, donc qu'on ne soit pas favori, je dirais tant mieux. Après, on regarde le Super Rugby actuellement, on a beaucoup d'équipes australiennes comme en difficulté, hormis les Brumbies qui vont disputer certainement les demi-finales, enfin du moins les phases finales du Super Rugby. Mais après, voilà, il y a un potentiel joueur, il y a quand même beaucoup de très bons jeunes joueurs en Australie. Il y en a quelques-uns aussi en France et au Japon aujourd'hui qui feront partie de la sélection pour la Coupe du Monde.
Donc voilà, et après c'est quand même un pays, je découvre, très sportif, avec bien sûr le rugby à 15, le rugby à 13, beaucoup de concurrence d'ailleurs entre les deux. Mais voilà, je pense qu'il y a des moyens de faire une bonne Coupe du Monde. Hein. La tournée d'automne, il y a eu des matchs très serrés contre l'équipe de France, très serrés en Irlande, avec une défaite 13-10. Voilà, c'est une équipe quand même qui a du potentiel, on dira. Ouais. Gros potentiel. Yoann Huget, peut-être, je crois que vous vous connaissez quand même avec Pierre-Henri Broncan. On s'est croisés, oui, on s'est croisés. Et salut Pierre, j'espère que tu vas bien. En tout cas, félicitations pour ton parcours, notamment à Castres, même si ça a été difficile à la fin. Mais en tout cas, bravo, parce que t'as quand même réussi à aller en finale, même s'il manquait un petit truc à la fin. Je sais que le compétiteur que tu es a toujours ça un peu en travers. Et est-ce que, une question par hasard, Pierre-Henri, est-ce que tu aurais déjà prévu la suite après la Coupe du Monde? Non, pas du tout. Sincèrement, je suis pris par cette Coupe du Monde, mais non, pas du tout. Après, c'est quand même compliqué aussi, puisque la Coupe du Monde s'est terminée fin octobre, donc je vais être disponible seulement en novembre, donc ça fait c'est-à-dire en cours de saison. Donc bon, comme j'ai été viré cette année comme quelques autres, je me dis qu'il y aura certainement des modifications en cours de saison prochaine, et je serai certainement disponible à ce moment-là, tu vois. Et ça peut arriver à d'autres. Ça peut arriver vite, surtout, donc c'est pour ça. Il faut garder le téléphone allumé. C'est une blessure toujours, Pierre-Henri, cette fin en queue de poisson, ou vous êtes passé à autre chose? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est toujours, attention, c'est toujours choquant de se faire dégager, mais choquant parce qu'on avait perdu un match à domicile sur 3 ans contre La Rochelle, qui je vois est en finale encore une fois de la Grande Coupe d'Europe. Donc voilà, un adversaire de qualité. Après, j'ai pu vite me projeter sur autre chose aussi, voilà. Donc et après c'est un destin. Eddie Jones a été viré de l'équipe d'Angleterre en décembre, j'ai été viré en février, fin février, tu vois, c'est voilà, quelques mois après on était chacun dans une équipe, et on pensait pas quand même bouger de cette équipe en tout cas. Qu'est-ce qui différencie justement un management britannique comme vous avez connu à Bath et là avec Eddie Jones de ce que vous connaissez du rugby français? Eddie Jones, entre nous, il me fait très peur. Hein. Donc, sincèrement, vu le peu qu'il dort et les messages qu'on reçoit depuis quelque temps, voilà. Donc, je pense que ça va être quand même, ça va être tendu un peu. Bon, voilà, on verra. Après, on en reparlera plus tard. Pareil, ça sera fin octobre, je te dirais que c'est terminé, que je retravaillerai peut-être plus avec lui, mais on verra quoi. Mais après, bon, voilà, il est quand même super précis. Après, il est énormément dans le détail, mais comme le sont les Français aujourd'hui, je trouve que les entraîneurs français, les clubs français notamment, ont énormément progressé les dernières saisons, et aujourd'hui on s'aperçoit que les résultats sont là, quoi. Voilà, les clubs français dominent avec le Leinster, l'Europe, et l'équipe de France avec l'Irlande domine le monde aujourd'hui quand même. C'est la réalité, quoi. Ça s'est inversé entre le sud et le nord quand même aujourd'hui, je trouve. Bon, mais en tout cas, c'était sympa de vous avoir, Pierre-Henri, avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Bon, vous partez quand en Australie? Et normalement, après Pentecôte à Vic. D'accord. Voilà. Parce que comme je suis hier soir, et un bon gerçois. Ah, Vic, oui. Et ça, Eddie Jones, il est prévenu. Hein, non, voilà. il n'est pas au courant. Il y a Vic, il y a Vic. Voilà. Non, il n'est pas au courant, mais entre le Covid et l'an dernier, la dernière journée de championnat, comme cette saison était un dimanche soir pendant Pentecôte à Vic, j'avais pas pu y participer. Donc je vais faire Pentecôte, et après j'irai en Australie. Il y a 30 heures de vol, j'aurai le temps de dormir, de récupérer. Voilà, merci Pierre-Henri, c'était sympa. Et voilà, le bon sens gersois avant de partir à l'autre bout du monde. Merci. Et voilà, bonne aventure avec l'Australie, mais on va dire jusqu'en demi-finale. Hein. Et voilà, et après on laisse le chemin aux Français. Voilà, merci. À bientôt, Pierre-Henri, sur l'antenne de Sud Radio. Bonne soirée. On va se retrouver dans un instant pour continuer à dérouler l'actualité sport et rugby, bien sûr, avec nos invités qui vont succéder. On va parler de Pro D2 aussi dans un instant. Vincent Etcheto sera notre invité sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, la radio du rugby. Le MAG, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio pour la suite du MAG dans 1 heure. Toulon reçoit La Rochelle, c'est au Vélodrome, c'est en direct sur Sud Radio. On le vivra bien sûr tout au long de la soirée puisqu'on sera ensemble jusqu'à 23h. Le MAG aussi avec nos consultants, Yoann Huget, Julien Thomas qui sont avec nous bien sûr. Notre équipe, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, Zach Pilon bien sûr et vous les auditeurs au 0826 300 300 et puis le hashtag SRR Sud Radio Rugby. On a parlé Alexandre hier de Pro D2 et on a vibré sur l'antenne de Sud Radio pour la Pro D2 avec notamment un peu comme on l'a vécu aujourd'hui pour le top 14 un scénario incroyable autour du maintien hein. Il est pas là Alexandre. Exceptionnel. Ah, oui. Si, je suis là. Ah oui. Je suis là, mais je pense que il y avait peut-être un petit bug. Je suis là effectivement. Non, mais j'étais là, micro ouvert pour Quentin Cabanis. Ouais, je crois que il y avait une censure, technique. Il parle trop souvent, ça m'énerve. Ouais, non, franchement, c'était une 30e journée exceptionnelle qu'on a vécue sur Sud Radio. On avait 2 terrains sur lesquels on avait les yeux particulièrement fixés pour la bataille pour le maintien. On avait d'un côté Carcassonne qui recevait une équipe d'Aix-en-Provence, on va dire remaniée. Utilisons ces termes-là. Il fallait que Carcassonne s'impose avec le bonus offensif pour entretenir l'espoir d'un maintien, ce qu'ils ont fait. Pour que Carcassonne se maintienne, il fallait que le SA15 perde sans prendre de bonus défensif à Oyonnax. Ce qui pouvait, pour les Tarnais, être une possibilité. Quand on regardait l'équipe énorme que mettait Oyonnax sur le pré à domicile face au SA15, il n'en fut rien. Pourquoi ? Parce que le SA15 a réalisé un exploit monumental, celui de récupérer un bonus défensif à Oyonnax 33-31, qui a permis le maintien du club charentais. Voilà, quel scénario le SA15. Un essai à la 79e. Voilà. Ouais, Soyaux Angoulême et son entraîneur en chef, Vincent Etcheto, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Salut Vincent. Bonsoir François. Voilà. Messieurs. Bonsoir à tous. Comment se sent-on 24 heures après ? Voilà, parce que quand on arrache le maintien à la 79e minute de la 30e journée, on est comment le lendemain ? Mais là, on est dans le jardin en famille, on profite à Bayonne et puis on a surtout un peu mal à la tête puisque la nuit a été courte et le voyage en bus arrosé, donc c'est bien. Faites ça un peu à l'ancienne, mais c'était une saison particulière et elle finit bien, donc ça c'est ça qui est génial dans ce sport. Voilà, il devait être long en plus le voyage Oyonnax-Angoulême en bus. Il était long et il était arrosé, donc non, c'était. Il était bon. Non, c'est passé vite, voilà, de la bonne bande de son française, ça va. Bon, c'est une victoire pour toi, Vincent, parce que quand on est le plus petit budget ou l'un des plus petits budgets de la Pro D2 qu'on se maintient, c'est comme un titre. Ouais, franchement, ouais, c'est une réussite, c'est un succès. En tout cas, mon président lui parlait il y a 5 semaines d'échecs si on n'y arrivait pas. Il se rend pas compte que, en 2018, je crois que c'est Aix-en-Provence qui était monté de national pour se maintenir ensuite en Pro D2, mais c'est la seule équipe qu'il avait fait sur les 6 dernières années. Toutes les équipes qui sont remontées sont redescendues. Donc c'est presque la logique qu'on redescende. Et donc c'est un petit exploit d'être maintenu, surtout après une année où on était descendu, remonté de national directement. Voilà, c'est pas mal. C'est un petit ascenseur à la fois comptable et émotionnel qui est agréable quand il se finit comme ça. Alexandre Payam. Vincent Etcheto, est-ce que ça remet en cause votre départ annoncé du SA15 du coup prochainement ? Non, je suis pas une girouette. Non, je pars du SA15 pour des raisons diverses. Un grand regret, c'est de quitter une grande partie de mon staff, pas tout le staff, et surtout les joueurs, parce que j'ai cette chance-là. Alors je sais pas si c'est la façon dont je suis fabriqué, mais en général, les groupes que j'entraîne, je garde une très bonne relation avec mes joueurs. Et voilà, puis encore, ça s'est fini tard dans la nuit ou tôt ce matin, mais c'est une page qui se tourne parce que c'était plus compliqué avec les dirigeants. Oui, j'attends. Ouais, c'est compliqué. Je suis sûrement une personnalité aussi compliquée, mais je suis parti sur une qualification, la première qualification en Champions Cup. Après 4 ans à Bayonne sur un titre de champion de France de Pro D2, et là je pars à présent, donc la prochaine c'est 1 an, si je calcule bien, 6-4-2, si on divise à chaque fois par 2, ma venue dans les clubs, mais non, c'est juste que j'ai une vision du rugby qui est peut-être un peu à l'ancienne, qui est
je suis assez exigeant sur le projet technique, sur le jeu, parce que c'est ce qui m'intéresse. Je fais pas de politique. Voilà, je vais pas boire des cafés dans le couloir administratif ou voilà, où je passe pas mon temps avec les présidents. Je passe du temps avec les joueurs sur le terrain et peut-être ce qu'on m'a reproché. J'en sais rien exactement ce qu'on m'a reproché. En tout cas, on m'a pas renouvelé la confiance et quand j'ai demandé à ce qu'on se resitue et à ce qu'on me dise ce qu'on comptait faire de moi, mais j'avais toujours pas de réponse, donc j'ai devancé, je leur ai pas laissé ce plaisir-là. Et voilà, je pars sans être fâché, sans être aigri, mais au moins je pars droit dans mes bottes. C'est important, Vincent Etcheto. Johan Huget, Julien Thomas, nos consultants sont là. Et peut-être une question, Johan, ou pour Vincent. Oui, Julien Thomas, salut Vincent, félicitations déjà. Salut, merci beaucoup. Félicitations parce que c'était un match exceptionnel. D'aller faire le point de bonus défensif à Oyo, alors qu'ils en foutent 40 grains à tout le monde. Mais non, moi c'est juste ton regard, parce qu'on le commente, ça fait 2 ans, 3 ans maintenant que je peux le commenter avec Sud Radio. Le regard que tu as sur ce championnat de Pro D2, l'évolution, parce que je le vois évoluer, je le vois qu'il devient de plus en plus attrayant en plus. Qu'est-ce que t'as l'évolution, c'est il y a de plus en plus de bons joueurs, il y a de très bons joueurs français parce que il y a aussi pas mal d'étrangers parce qu'avec cette règle des limites des non-gifs, donc on récupère des gens, des Tonga, des Iliens, que ce soit des Fidjiens. Il y a beaucoup de Géorgiens aussi qui arrivent, qui font leur première avant de passer le cap sur le top 14. Donc c'est quand même c'est un petit top 14. Il est un peu plus dur, il est un peu moins aéré parce que c'est quand même très coriace, notamment au niveau des zones de rock, même si c'est de mieux en mieux arbitré, parce que moi j'ai commencé en Pro D2, c'était avec Bordeaux il y a assez longtemps déjà, et voilà, au niveau de l'arbitrage, il y a la vidéo aussi qui est là, donc on est quand même dans des conditions qui se rapprochent de celles du top 14, et c'est vrai que ça évolue, parce qu'il y a de la qualité, on voit le rugby français actuellement à le vent en poupe, et il y a de la jeunesse qui a de la qualité, le championnat national qui prépare aussi, je crois que même les centres de formation et les équipes espoirs sont un peu dépassées, parce que la marge entre maintenant une équipe espoir et un joueur de Pro D2, c'est compliqué. Donc il évolue vite. J'aimerais qu'ils soient encore plus attractifs au niveau du jeu parce qu'il y a quelques équipes qui s'y sont mises cette année. On voit Nevers, Vannes qui joue. Voilà, il y a quelques et de temps en temps quand même on est encore au creux de l'hiver avec un jeu assez restrictif et je vous avoue que des fois je m'ennuie même sur le bord. Johan, peut-être pour Vincent Etcheto. Non, Vincent, salut Vincent. Écoute, déjà félicitations. Hein. Félicitations. En fait, j'ai 2 questions. Pour savoir la suite, si tu as prévu quelque chose. Et de 2, une question un peu plus pertinente, si Yonax avait mis les crampons. Parce que je sais qu'il y a une histoire de crampons dans la semaine avec Carcassonne, un truc comme ça. Donc non, ça c'est là. J'apprécie beaucoup Christian Labitte. Et c'est vrai que quand eux, ils ont fait ce qu'il fallait. Après, les dirigeants et j'ai rien au contraire contre Aix-en-Provence, ils sont en vacances, ils se sont invités. Après, j'ai dit qu'ils allaient aller à Carcassonne en tongue. J'aime bien Franck Dubosc, et ça danse. Non, c'est juste le fait je savais qu'ils je l'avais dit il y a déjà 3 mois qu'il fallait qu'on compte sur personne. Personne ne fait de cadeaux à personne dans ce championnat. Et j'attendais pas à ce que Aix-en-Provence aille s'ouvrir la tête en 2 pour nous sauver. Donc c'est tout. Donc après, Nash a répondu. Il était un peu, c'est normal, un peu déçu. Et quand on descend, mais c'est un bon perdant. Il a la classe. Il y a aucun souci avec ça. Et après, voilà. Et après au niveau du rebond, non. Là, je suis dans le jardin en train de surveiller mes deux petits là. Et je sais pas. Je vais me faire renseigner auprès de Pôle Emploi. Je vais peut-être être chômeur en attendant de trouver une proposition qui me correspond, peut-être changer de voie, parce que ça fait plusieurs années que je m'interroge sur le contrairement à Provence Rugby, Oyo, ils vous ont réceptionné quand même avec une belle équipe, hein. Ils ont pas. Mais Oyo préparait ses finales. Moi, j'avais espéré qu'ils allaient tourner un peu. Et en fin de compte, eux, ils comptaient gagner avec le bonus, ils nous l'ont dit. Ils comptaient tester des choses, mais ils ont eu leur jeu au pied, beaucoup de ballons portés, du jeu occupation avec Charlie Castan qui maîtrise ça à merveille. Et ils n'ont pas rigolé, mais ils ont été surpris parce que nous, on n'a pas été pour une fois, j'avais demandé aux joueurs d'être pas trop ambitieux dans le jeu, de coller au score. Parce que je savais qu'à la 50e, par expérience,
les joueurs qui avaient joué des demi-finales, ils n'ont pas envie de se casser les genoux, de s'ouvrir en deux. Donc, je dis que si on restait dans le match, si on restait collé à 7, 8 points de 2, on était capable, nous, parce qu'on a de la capacité aussi on a marqué des essais cette année. Et je savais qu'on était capable de marquer un essai, de créer cet exploit-là. On l'a fait à la 80e. Je crois que cette saison, on a 90% de nos matchs qui se sont joués entre la 67e et la 80e. Donc ça a été compliqué. Et je tenais à dire, en parlant, parce que j'allais parler des cardiaques, mais je sais que François, je voulais rendre hommage à un joueur de rugby qui s'appelle Philippe Gillier, un ami à nous, voilà. Et à qui je pense aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Ouais. Ben oui, c'est un ancien joueur du Racing de Bègle, voilà, qui a porté les couleurs des deux clubs avec toi, Vincent, et également en universitaire à l'époque, quand le rugby n'était pas professionnel, effectivement, mais que nous y passions un peu de temps, voilà. Et oui, la vie, mais je voulais dure. parler un peu parce que ça me touche beaucoup. Mais oui, tout à fait. 54 ans, ancienne troisième ligne, donc de Bègle et du Racing, voilà. Philippe Gillier, on va te laisser quand même dans ton jardin avec tes enfants, Vincent, et puis voilà, si tu peux trouver une autre solution que Pôle Emploi, c'est bien, mais surtout de garder la flamme et la passion, surtout parce que c'est important, et aussi la transmettre, et peut-être que la formation peut être quelque chose aussi. Non, mais voilà, il y a des idées, il y a des choses. Je suis pas inquiet pour mon avenir en tout cas. Bon. C'est juste faire des bons choix. Bon, très bien. Allez, on t'embrasse en tout cas, merci de l'invitation, et bravo. Et on a aussi une pensée pour Christian Labitte quand même, parce que bon voilà, c'est dur aussi. Lui qui a fait des miracles avec Carcassonne pendant des années, ben voilà, parfois c'est cruel, et c'est le sport. Merci. En tout cas, on a vibré avec la Pro D2, puis on continuera à vibrer, Alexandre, puisqu'il y aura dès jeudi avec Nevers contre Vannes, et ensuite vendredi Mont-de-Marsan Agen. Salut Vincent Etcheto. Allez, on va se retrouver dans un instant, bien sûr, parce qu'on va parler, Alexandre, d'un autre fait marquant de la semaine. C'est aussi, c'est pas sur le terrain, mais c'était un moment important de la vie de notre sport, la disparition d'une figure de notre sport qu'est le rugby. Oui, Bernard Lapassé qui est mort mardi à l'âge de 75 ans. C'est Tony Estanguet, le président du COJO, qui l'avait annoncé mercredi matin sur Twitter. Ça a été un immense dirigeant du sport français sur plusieurs dizaines d'années. Il a été à la Fédération française de rugby. Il a été aussi à la Fédération internationale. Il a été au cœur du rugby français avant d'être au cœur des JO et de Paris 2024. Et pour en parler, on est avec Richard Esco. Salut Richard. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour François, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct, bien sûr, journaliste à l'équipe et journaliste qui a connu aussi l'arrivée de Bernard Lapassé à la tête de la fédération, qui a été un jeune président un peu dans des conditions particulières, mais c'est surtout une carrière assez incroyable, parce que des dirigeants du rugby français qui ont autant marqué leur sport, il y en a peu finalement. Il y en a qu'un avant lui, c'était Albert Ferras. Moi, je l'ai connu en plus comme dirigeant de club, parce que quand je suis arrivé à Paris dans les années 80, j'ai joué aux finances, au club des finances. C'était pas un club corpo, qui jouait en première série en honneur, et il en était le président. Donc c'était assez drôle. Et comme j'habitais à La Rochelle, à l'Alleu, je l'ai aussi vu aux douanes à La Rochelle, puisque l'école des douanes était à côté de l'aéroport de La Rochelle. Donc c'est vrai que je l'ai suivi, et son arrivée à la tête de la Fédération française de rugby, bon, s'est joué sur une trahison. C'est-à-dire que Albert Ferras avait choisi Jean Fabre pour lui succéder, et puis au dernier moment, et il se trouve que ça a été, je l'ai su parce que il était dans ma voiture à ce moment-là, Bernard Lapassé, il a reçu un coup de fil de Ferras, et Ferras lui a dit tu peux y aller. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, Jean Fabre était perdant, et personne n'aurait misé un centime sur ce grand Duduche qui venait du comité Île-de-France, qui était secrétaire adjoint à la Fédé, et d'un seul coup il est devenu le président, et il a vraiment pris les patins, il s'est vraiment mis dans les pas d'Albert Ferras, puisqu'il est resté très très longtemps, et il avait présidé
à la fédération, à l'IRB, qui l'a fait changer en World Rugby. Et puis, dernier petit point, c'est à lui qu'on doit l'entrée du rugby à 7 aux Jeux Olympiques. Le retour du rugby dans le programme olympique, effectivement. Juste préciser quand même que Jean Fabre était le président ancien joueur du Stade Toulousain et président emblématique du Toulouse, on va dire très moderne des années 80. Villepreux, Créla et les titres qui sont revenus. On va dire le Toulouse d'aujourd'hui, on va dire, a été façonné beaucoup par Jean Fabre et donc ça avait été une lutte effectivement assez fratricide. Est-ce que cette on va dire cette disparition elle marque aussi quand même tu le disais Richard par le programme olympique, hein, c'est le retour du rugby. Alors ça c'est quand même peut-être on va dire son plus beau succès en tant que dirigeant. Succès, je sais pas, parce que pour moi il a trois grands succès et un quatrième qu'il a fait à reculons. Les trois grands succès, c'est d'avoir fait construire, imaginé Marcoussis. Moi j'ai pu voir les plans dès 1999. Il voulait un grand centre emblématique du rugby. Il a réussi à le faire construire. Ensuite, il a réussi à obtenir la Coupe du Monde en France en 2007 en s'alliant avec les nations celtes et puis aussi les nations latines, l'Argentine, l'Italie. Donc ça a été une grande réussite pour lui. Personne n'y était parvenu avant. On avait eu bien sûr des bouts de Coupe du Monde, mais pas une Coupe du Monde en France. Et puis oui, effectivement, l'entrée du rugby, le retour du rugby. Enfin, c'était le rugby à 15 dans les années 1920. Un siècle plus tard, le retour du rugby à 7. Et puis, il faut pas oublier que Bernard Lapassé, dans une tournante, alors présidence tournante, hein, bien sûr. Bon, dans une tournante, il a été obligé, à contre-cœur, mais vraiment à contre-cœur, d'annoncer la fin du rugby amateur et le début de l'ère open, qui ensuite a débouché sur le rugby professionnel, mais il ne voulait pas. Ça c'est 95, hein, voilà. À l'issue de la Coupe 95, du Monde. Voilà. Il ne voulait pas, au mois d'août, à côté de l'Opéra, il ne voulait pas, lui, personnellement, en tant que président de la Fédération française du rugby, du professionnalisme en France. Ça, il a peut-être un peu manqué de vision et il a fallu 3 ans au rugby français pour devenir professionnel, alors que les nations de l'hémisphère sud et l'Angleterre, elles se sont jetées dessus tout de suite. Oui, peut-être Alexandre, une question, Johan, Julien Thomas, vous êtes bien sûr les bienvenus voilà sur une interrogation qui me turlupine un peu, pour être tout à fait honnête. Je n'ai pas vu de minutes de silence aujourd'hui en top 14. Il y en a eu. Si, il y en a eu. Il y en a eu. Alors vous l'avez peut-être pas vu, mais on l'a entendu. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Oui, non, ça me rassure un peu parce que je pense qu'on ne mesure peut-être pas assez, et notamment entre guillemets ma génération plus jeune, l'importance qu'a eu Bernard Lapassé dans le rugby d'aujourd'hui, même si on le voyait un petit peu moins ces dernières années. Voilà, ce qui est peut-être intéressant aussi de souligner, hein, c'est qu'il a été choisi à l'époque pour au moment on va dire si la France se posait la question d'être candidate ou pas aux Jeux de 2024, il a été choisi aussi pour mener le travail de la candidature parce que c'était le seul président de fédération qui était président de la fédération internationale. Donc, comme le disait Richard, World Rugby, voilà, l'IRB est devenu World Rugby. Voilà, c'était. Il a été 2 fois président de il a été l'IRB. 2 fois. Alors la première fois à l'unanimité. La deuxième, il a combattu Bill Beaumont. Donc quand on bat un Anglais, c'est toujours pas mal. Bon, ça a été très rude. Et puis il n'a pas voulu aller une 3e fois parce qu'il savait qu'il y avait cette candidature. Et il a été un élément clé parce que c'est son entre-gens, c'est son carnet d'adresses. Et puis Bernard Lapassé, en tant que président de l'IRB et de World Rugby, il avait des contacts avec tous les. Vous savez, il y a 250 nations maintenant qui sont membres de l'IRB, donc il avait des contacts partout. Il avait ses entrées et comme il avait fait entrer le rugby à 7 aux Jeux Olympiques, il était très proche de Jacques Roche et il connaissait beaucoup de monde au sein du comité olympique. C'est vraiment lui qui a été l'artisan de ce succès, parce que on va pas revenir trop longtemps en arrière, mais même Anne Hidalgo, elle y croyait pas, quoi. C'est lui qui a réussi à la convaincre. Alors c'est peut-être ça, le point de départ, il est là. Il a réussi à convaincre la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Écoutez, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Voilà. En tout cas, Bernard Lapassé qui sera inhumé mardi à Tarbes, dans ces Pyrénées. Lui qui avait joué au rugby bien sûr à Bègles, faut-il le rappeler, puis à Agen. Ouais, mais toutes les grandes personnalités du rugby ont un jour ou l'autre joué à Bègles. Mais bien sûr, je n'osais pas le dire et voilà, mais je vois que vous êtes toujours un aussi bon journaliste, mon cher Richard. Oui, un peu flatteur aussi parfois. Mais oui, mais ça fait partie du métier. Bernard Lapassé, ce qu'on peut dire peut-être pour conclure, enfin en tout cas moi pour conclure, c'est que après avoir connu Albert Ferras, qui a été un dirigeant immense, à qui on doit quand même la création de la Coupe du Monde, on se disait que c'était compliqué d'avoir un président de cette stature-là, et Bernard Lapassé a su à sa façon, plus jovial, moins dictatorial, plus moderne, trouver le moyen de mettre le rugby au centre du concert international. Ça n'est pas une mince affaire. Et puis il faut pas oublier que c'est quand même lui qui a fait venir quelques entraîneurs comme Pierre Berbizier, Jean-Claude Scrella et Pierre Villepreux. C'est pas anodin parce qu'il était aussi très très proche aussi du rugby à 7 et du rugby féminin. Donc il cochait toutes les cases. Et voilà, et il est parti donc la semaine dernière à 75 ans. Bernard Lapassé, donc ancien président et dirigeant majeur du rugby français, du rugby international. Merci Richard Escaut. Merci, et avant de prendre congé, vous savez de quoi il était le plus fier? Non. D'un titre de champion de France junior avec Agen contre Béziers. Voilà. Parce que c'était aussi un très bon deuxième ligne. Bon, et voilà, c'est aussi ça les grands dirigeants, c'est voilà ceux qui ont connu le terrain. C'est ça. Et il l'avait connu, en tout cas Bernard Lapassé, et c'était un hommage qu'il fallait lui rendre aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio. Alexandre. Merci de m'avoir choisi pour être celui-là. Voilà. Non, mais c'est bien parce que bon, malgré tout, malgré votre voix aussi cristalline, vous avez l'expérience d'avoir croisé ces dirigeants au siècle dernier. Donc voilà, Richard. Oui. Vous êtes une jolie façon de rappeler son âge. Bon, 63 ans, toutes mes dents en pleine forme, mais c'est vrai que voir partir ceux qu'on a connus, et de très près, Bernard Lapassé, de très près, c'est vrai que ça fait quelque chose, je crois qu'il s'est éteint dans la nuit de lundi à mardi, vers minuit à peu près, et ça a été annoncé le lendemain, et je crois qu'il y a les hommages sont unanimes. Personne n'est dupe, parce que pour être un homme politique de ce niveau et se maintenir aussi longtemps, bien sûr, on est obligé de faire des compromis. Je connais pas un homme politique qui ne fasse pas de compromis. C'est pas un gros mot. Il faut savoir rassembler, il faut savoir le faire. Et c'est pas anodin. Et Bernard Lapassé était, on peut vraiment appeler un animal politique. Voilà. Merci Richard Escaut, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. À très vite les amis.